Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nouvelle secousse sur les places boursières européennes. Baisse de 5% à Paris, moins 7% à Madrid, moins 3% à Londres. C'est le secteur bancaire qui est principalement touché, mais aussi l'euro qui a atteint son plus bas niveau depuis 2008. Il tombe à 1,24 $. Alors que se passe-t-il? Pourquoi ces nouvelles inquiétudes? Élément de réponse dans un instant. Plusieurs apéritifs géants annulés, d'autres sous surveillance. Ce nouveau phénomène, lancé via Internet, fait débat 24 heures après le décès d'un jeune homme de 21 ans à Nantes. Alors faut-il interdire ces nouveaux rendez-vous? La question reste ouverte. Nous reviendrons également sur cet accident à Marseille où un petit train touristique qui descendait de la basilique Notre-Dame de la Garde est sorti de la route. Le bilan est de 12 blessés, dont 3 graves. En Thaïlande, le climat de guerre civile se confirme. Les affrontements de ces dernières heures entre l'opposition et les forces armées ont fait 10 morts et une centaine de blessés. Coup de projecteur ce soir sur ces chemises rouges qui se révoltent. Reportage à Bangkok, au cœur de leur camp retranché. Un scandale oublié, celui des jeunes footballeurs africains qui rêvent d'un Eldorado et d'une belle carrière en venant en Europe. Seulement certains d'entre eux se retrouvent parfois, vous le verrez, à la rue, abandonnés. Reportages et témoignages étonnants ce soir. Nous tenterons d'en savoir plus sur ces nouveaux négriers du football. Enfin, nous irons à Cannes avec plusieurs événements ce vendredi. Avec nous, Claudia Cardinal et Alain Delon qui montent sur les marches pour la version restaurée du Guépard. Et puis Michael Douglas également, l'acteur américain qui revient avec un nouvel opus de Wall Street, toujours signé Oliver Stone. La Croisette et le festival, c'est pour tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce vendredi. Merci d'être avec nous. Je vous le disais en titre, les bourses européennes ont une nouvelle fois vécu une fin de semaine difficile. Alors comment faut-il analyser cette nouvelle secousse sur les marchés financiers? Une réplique que nous allons tenter de décrypter dans un instant. Mais avant cela, on va regarder les indices boursiers du jour. Tous orientés à la baisse, ce sont les valeurs bancaires qui ont été les plus touchées. Et l'euro est tombé ce soir à 1,24 $, son plus bas niveau depuis 2008. Le point avec Julien Dupéret. La tension à nouveau. Ce soir, tous les marchés clôturent dans le rouge. Plongeons du CAC 40 à Paris, moins 4,59%. Partout en Europe, même tendance. Madrid, moins 6,64. Rome, moins 5,26. Négatif également à Francfort et à Londres. Dans la foulée, Wall Street ne peut couvrir à la baisse. La bourse de New York qui perdait presque 2% dans l'après-midi. Une dégringolade boursière surprise à la veille du week-end. Pourtant, toute la semaine, les marchés s'étaient plutôt bien comportés, rassurés par le plan d'aide européen de 750 milliards d'euros. Mais la crise de confiance généralisée semble toujours être là. Et avec nous pour tenter d'y voir plus clair maintenant Agnès Molinier, bonsoir. Bonsoir. Alors on avait cru la crise finalement derrière nous. Pourquoi réapparaît-elle désormais? Quelques indices? Je vais essayer de faire assez simple pour vous expliquer. La baisse d'aujourd'hui, Laurent, est du même ordre que celle de vendredi dernier, il y a pile une semaine, où les marchés étaient suspendus à l'annonce d'un plan européen de sauvetage. Ça ne veut pas dire que l'efficacité de ce plan est remise en cause ce soir. Il n'a pour l'instant pas été utilisé, les 750 milliards d'euros n'ont pas été débloqués. Ce qui provoque la chute des marchés est plutôt lié aux annonces successives cette semaine des plans d'austérité au Portugal, en Espagne, des économies prévues également en France. Eh bien, les investisseurs, Laurent, ils ont deux craintes ce soir. Que les gouvernements n'arrivent pas à les appliquer face à la colère de la rue et que s'ils y arrivent, comme ils touchent au pouvoir d'achat des ménages, eh bien, ils ralentissent la consommation et qu'ils retardent de fait le retour de la croissance. Les marchés sont en train de prendre acte de ce retard et difficile de dire ce soir combien ils vont mettre de temps à le digérer. Merci Agnès. Alors la monnaie européenne a donc souffert une nouvelle fois. Seulement cette baisse de l'euro qui nous fait penser à une dévaluation n'est-elle pas finalement intéressante économiquement pour certains et notamment pour les exportations européennes? Élément de réponse avec Julien Beaumont et Nora Fadlaoui. Cap sur l'exportation. L'euro dans le petit temps et ce sont les chantiers navals qui accélèrent. Comme ici chez Beneteau. La société exporte 70% de sa production. Du coup, les bateaux français connaissent en ce moment un regain de compétitivité sur les marchés étrangers. Car en 7 mois, l'euro qui valait 1,51 $, est maintenant à 1,24 $. Un seuil qui devient intéressant pour de nombreuses entreprises. Cela profite évidemment aux entreprises de la zone euro, les entreprises qui exportent une partie conséquente de leur chiffre d'affaires. On retrouve par exemple ces entreprises dans le secteur de l'aéronautique ou dans le secteur du luxe.
Une bonne nouvelle pour l'aéronautique. EADS vend ses avions en dollars mais fabrique en euros. Moins d'écart entre les deux monnaies égale plus de profit pour Airbus, de quoi relancer la bataille contre Boeing. Autre conséquence, l'euro chute et les touristes reviennent. La France en a bien besoin, car à cause de la crise, l'an dernier, le nombre de visiteurs était en recul de 5%. En revanche, un inconvénient presque quotidien, l'essence. Comme le pétrole s'achète en dollars, à cours équivalent, il augmente. Il y a 7 mois, le baril coûtait 43 €. Aujourd'hui, c'est 58. Voilà pourquoi, en partie, les prix en station augmentent. Dans l'actualité également, le débat est lancé. Faut-il interdire ces apéritifs géants organisés via Internet? Ils font, vous le savez, polémique. L'affaire est même devenue politique depuis la mort à Nantes, il y a 24 heures, d'un jeune homme de 21 ans à l'occasion de l'un de ces rassemblements. Alors plusieurs de ces rendez-vous étaient prévus ce week-end. Certains ont d'ailleurs été déjà interdits par les différentes préfectures, comme à Troyes, à Chambéry ou encore à Quimper. D'autres sont en revanche toujours en cours d'organisation. Décryptage de tout cela ce soir avec Aurélia Guimin et Frédéric Bazille. 10 000 personnes rassemblées dans le centre-ville de Nantes, des dizaines d'hospitalisations, un mort et des questions qui se bousculent. Un tel rassemblement est-il légal? À Nantes, l'apéro géant n'avait pas été interdit. Les autorités préfectorales avaient préféré tenter de dissuader les participants en interdisant ponctuellement le transport et la consommation d'alcool sur la voie publique. Devant le drame, le ministère de l'Intérieur rappelle aujourd'hui dans un communiqué que toute manifestation doit faire l'objet d'une autorisation préalable et met en garde. La méconnaissance de ces dispositions expose à des sanctions pénales qui peuvent être aggravées en cas de mise en danger de la vie d'autrui. Il faut trouver un équilibre entre l'aspiration bien légitime à des rencontres festives, joyeuses, et en même temps la nécessité d'organiser et d'avoir des interlocuteurs pour anticiper les risques. Problème, Facebook n'est pas une entité comme les autres. C'est un réseau social. Pas de leader, pas d'organisateur. Une idée lancée sur la toile peut devenir incontrôlable et il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Quand on s'exprime dans les journaux en appelant à une grande manifestation contre une dictature, on est un organisateur de manifestation. Quand on lance une idée, on n'a peut-être pas conscience de cela. Les tribunaux jugeront. Mais alors, qui est responsable en cas d'incident? Il est techniquement facile de remonter jusqu'à l'initiateur d'une idée lancée sur Facebook, mais sa responsabilité pénale n'est pas forcément engagée. C'est le cas à Nantes. Celui qui est responsable de ce décès sur le plan pénal, et la loi est toujours d'interprétation stricte, c'est ce jeune homme qui a une conduite imprudente. La responsabilité juridique sur le plan pénal, je m'entends, de celui qui a lancé l'idée est beaucoup plus difficile à établir. Place Beauvau, une réunion de travail est prévue dès la semaine prochaine pour, dit-on, casser la spirale de ces manifestations. Dans l'actualité également de ce vendredi soir, cet accident d'un petit train touristique à Marseille. Celui-ci descendait de la basilique Notre-Dame de la Garde lorsqu'il est sorti de la route. Le bilan d'une dizaine de blessés, dont 3 plus grièvement. Sur place, Stéphane Despinois et Benoît de Jourdan. Ces touristes étaient partis pour une paisible balade sur les hauteurs de Marseille, quand soudain le petit train les a expulsés dans un virage. Ces images ont été tournées par un amateur juste après l'accident. Au sol, une dizaine de blessés, écorchés et sonnés. Parmi eux, un homme avec une fracture à la clavicule et une fillette de 7 ans touchée à l'épaule. Comme le train étant ouvert, les victimes ont été très vite dégagées du train, ne sont pas restées enfermées à l'intérieur de la cellule. Donc beaucoup moins grave qu'un accident qui aurait pu y avoir lieu sur un véhicule fermé. Cela s'est passé vers 14 h. Le petit train venait de quitter la Bonne Mère. Dans la forte pente, le conducteur aurait mal négocié un virage et le dernier wagon s'est renversé. Manifestement, d'ores et déjà, on peut penser que la vitesse était trop grande, en tout cas inadaptée au lieu. Le chauffeur a été placé en garde à vue. Le test d'alcoolémie n'a rien révélé d'anormal. Par précaution et en attendant de mieux connaître les circonstances de l'accident, le petit train ne pourra plus s'approcher jusqu'à la hauteur de Notre-Dame de la Garde. Tous les touristes vont devoir faire les derniers mètres à pied.
À l'étranger, la situation est désormais qualifiée d'explosive en Thaïlande. Cela fait des semaines maintenant que l'opposition, symbolisée par les chemises rouges, affronte l'armée dans les rues de Bangkok. Et ces dernières heures, comme vous le voyez sur ces images, le ton est à nouveau monté d'un cran après l'annonce par le pouvoir en place de l'annulation des élections anticipées. Des affrontements extrêmement violents qui ont fait 10 morts et une centaine de blessés. Parmi eux, un journaliste canadien de la chaîne France 24 touché par plusieurs balles. Alors nous vous parlons très souvent de ces chemises rouges qui réclament le retour de l'ancien Premier ministre toujours en exil. Voyons justement ce soir qui sont ces opposants, comment sont-ils organisés. Ils ont pris position dans une zone qui représente environ 3 km². Nous avons pu nous y rendre il y a quelques jours au cœur de leur camp retranché direction Bangkok. Commentaire Alain de Chalvon. Le crépuscule tombe sur Bangkok, une des villes d'ordinaire les plus embouteillées au monde, mais aujourd'hui elle est vide, presque totalement vide. Ils ont peur, ils ont resté à la maison. Ils ne sortent pas de la maison là, en ce moment. C'est qu'il n'y a pas une Bangkok, mais deux. La loyaliste et la révoltée, la ville de l'armée et la ville des chemises rouges. Le centre de commerce ici. La voilà, la ville rebelle, où nous pénétrons avec Nick, chauffeur de taxi, qui a visiblement ses entrées dans le camp retranché, protégé par des miliciens masqués, casqués, en gilet pare-balles. Le quartier, 3 km², est entièrement bouclé par des barricades de bambous et de pneus. Depuis 2 mois, la vie s'est organisée pour les 10 à 20 000 militants qui campent ici, à la dure. Parce que moi, tous ces gens-là, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont les gens de la campagne qui viennent ici. Côté nourriture, ce sont les sympathisants du quartier qui y pourvoient. Et les insomniaques ont le choix entre les discours des bonzes dans ce pays ultra-bouddhiste et ceux des leaders des chemises rouges, de plus en plus inquiets. Nous craignons de ne plus pouvoir contrôler les événements dans le futur. Je crois qu'il y a un vrai risque de guerre civile. La guerre civile, on s'y prépare dans le camp retranché. On ne nous montrera que des bâtons, des battes de baseball et des matraques. Pas d'armes à feu, même s'il y en a très probablement tout juste des fusées de feu d'artifice. On fait marcher ça, c'est pour dénoncer l'équipement des hélicoptères. 2 mois, c'est déjà long. Et Nick, qui cache de moins en moins ses opinions, est comme les autres, un peu là. On a envie de rentrer à la maison là maintenant, mais on n'a pas encore gagné, il faut qu'on gagne d'abord. Lorsqu'il quitte le camp, Nick et son taxi retrouvent l'autre Bangkok, celle de l'armée, qui veille l'arme au pied, qui se méfie de tous ceux qui viennent de là-bas, de chez les Rouges, et rêve, elle aussi, d'en découdre. La population new-yorkaise vit toujours dans la crainte d'un attentat terroriste, mais la vigilance a été à nouveau réactivée après la tentative d'échouer en plein cœur de Times Square le 1er mai dernier. Une population qui a pris pour habitude d'appeler les services de sécurité dès le moindre doute. Dernier événement en date hier soir, tout un quartier de la ville a dû être bouclé plusieurs heures. Aux États-Unis, Maryse Burgot. Fausse alerte ce matin dans ce quartier de New York. Un jardinier totalement inoffensif y avait garé sa voiture avec à l'intérieur 2 jerrycans d'essence, suffisant pour qu'elle soit jugée suspecte. Depuis l'attentat raté de Times Square, il y a 2 semaines, les appels pour alerter la police de New York ont augmenté de 40%. Oui, ça a vraiment augmenté. Les gens observent plus et c'est vraiment une très bonne chose. Une vigilance due en partie à ces affiches présentes dans le métro. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Elles font désormais partie du paysage new-yorkais. Une campagne créée dans cette agence publicitaire. Au lendemain du 11 septembre 2001, tout le monde à New York était en état de choc et voulait faire quelque chose. Et moi, je faisais partie de cela. Un slogan que connaissait par cœur ce vendeur de t-shirts devenu un héros. C'est lui qui avait alerté la police lors de l'attentat raté. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Et l'enquête sur cet attentat avance. Hier, plusieurs personnes liées à Faisal Shahzad ont été arrêtées. Ces nouvelles arrestations ont un objectif, tracer le parcours financier de Faisal Shahzad et prouver éventuellement que les intermédiaires qui lui ont donné du liquide sur le territoire américain sont bel et bien liés aux talibans pakistanais. En bref, en Italie, cette affaire surprenante de démantèlement d'un trafic de cocaïne
qui était stocké dans un couvent près de Milan. Rassurez-vous, les sœurs n'étaient en aucun cas au courant de ce trafic. 33 personnes ont été en revanche interpellées. Il s'agit de mafieux calabrais et de colombiens. Ce n'est qu'un avis consultatif, mais il est important. Le Conseil d'État juge qu'une interdiction totale du voile intégral dans l'espace public ne reposerait sur aucun fondement juridique incontestable. Pour le chef de file des députés UMP, Jean-François Copé, il ne s'agit que d'une interprétation. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée en juillet prochain. La colère et les inquiétudes des pêcheurs de thon rouge qui lancent ce soir à minuit leur campagne. Il s'agit de la plus courte de l'histoire. Ils ne disposent que de 30 jours pour prélever au maximum 2000 tonnes de poissons. L'objectif des scientifiques est bien sûr de préserver l'espèce, mais la filière, elle, conteste ces analyses et cette politique de quotas. Reportage à 7, Christophe Pétraud et Sylvain Daubat. Les militants de Greenpeace retardent le départ de 3 tonniers. Ils demandent la fermeture provisoire de la pêche au thon rouge pour que le stock se reconstitue. Après une journée de face-à-face, la gendarmerie intervient. Au-delà de Greenpeace, les pêcheurs de thon subissent la pression des quotas. On est mort. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est fini. La pêche, elle est finie. On ne veut plus qu'on travaille. 13 500 tonnes autorisées cette année contre 22 000 en 2009, soit 2000 tonnes pour les thoniers français. Ce sont les décisions de l'ICCAT, Commission internationale pour la conservation des thonidés. Elle s'appuie sur des avis scientifiques, mais les pêcheurs sont persuadés que le thon rouge n'est plus menacé. Il faut que les scientifiques démontrent que le stock n'est pas enneigé. C'est vital pour tout le monde. C'est pour cela qu'on se plie aux décisions de l'ICCAT en attendant que les sentences scientifiques tombent. Un observateur de l'ICCAT embarque à bord de chaque tonnier pour contrôler la pêche. Je ne fais que regarder. Mon travail, c'est de vérifier que toutes les opérations sur ce bateau respectent le règlement de l'ICCAT. Les tonniers de Méditerranée partent vers les Baléares et Malte. Ils sont 17 cette année, 11 de moins que l'an dernier. Et pour chaque tonnier immobilisé, une quinzaine de marins restent à quai. La situation est très difficile, très difficile. À l'heure actuelle, il y a 300 marins qui sont sur la touche. Et sur ces 300 marins, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont en situation précaire. Les pêcheurs dénoncent les quotas et la durée de pêche. 2 mois en 2009, plus qu'1 mois cette année. Les armateurs font partir moins de bateaux pour réduire les coûts. Les années fastes de la pêche au thon rouge sont derrière eux. Un témoignage maintenant, celui d'un jeune Sénégalais. Il a 19 ans. Il rêvait d'une belle carrière de footballeur en Europe. Comme lui, ils sont des milliers à quitter le continent africain pour tenter l'aventure. Comme lui, il serait des centaines à finalement se retrouver dans une situation d'échec et de précarité. Dans un instant, on en parlera avec Maryse Evangépé qui sort un ouvrage intitulé Les négriers du foot. Mais avant cela, l'histoire, le destin de Moussa avec Aaron Tanzit et Alexis Fischer. Sans club, sans argent, sans domicile fixe. C'est le destin de ce footballeur sénégalais de 19 ans, abandonné par l'agent qui l'a emmené au Portugal. Il y a 1 an, le début de sa descente aux enfers. Arrivé là-bas, il nous a mis dans une maison de passe. Parce que la nuit, il y avait des prostituées, il y avait tout. Et c'était pas... Il faisait très froid parce qu'il n'y avait pas de réchaud ni rien, on dormait comme ça. Je ne mangeais pas, même pas. Des jours où je ne mangeais même pas. En échange de 5 000 €, un agent promet à Moussa un contrat professionnel. Mais une fois au Portugal, le club refuse de l'engager et l'agent disparaît avec les 5 000 €. Une somme obtenue en hypothéquant la maison familiale où vivent ses frères et sœurs. J'ai peur. Même c'est pour ça que je ne peux pas les appeler. J'ai peur de savoir qu'ils sont en dehors. Ils n'ont plus de maison et tout ça à cause de moi. De Dakar au Portugal, ce mauvais conte de fées rebondit en France où Moussa prend le bus clandestinement pour s'arrêter à Paris. Sans papier, le jeune homme est alors pris en charge par l'association Foot Solidaire. Ici, depuis 5 ans, on a reçu 1200 plaintes de joueurs victimes d'agents véreux. Tu as dormi où la dernière fois? Des fois, dans les trucs de SDF, là, en Gare du Nord. On peut parler de trafic et d'exploitation. Trafic doublé d'exploitation, parce que trafic c'est déjà des choses illégales. Ils n'ont pas le droit de récupérer des jeunes, souvent mineurs. Exploitation, parce qu'on demande de l'argent aux familles, et là on est quand même dans le cadre plus général de la traite d'êtres humains.
qui est condamné depuis par des lois qui existent. Mais dans le monde du football, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, Moussa s'accroche toujours à son rêve. Le jeune homme est à la recherche d'un club. Et on retrouve maintenant pour les 3 questions à Maryse Evangépé. Bonsoir. On se souvient de la championne de l'athlétisme, mais ce soir, c'est la journaliste que l'on retrouve qui sort donc un livre intitulé Négrier du foot. Tout d'abord, l'histoire de Moussa que l'on vient de suivre. Elle est loin, très loin d'être isolée aujourd'hui en France et en Europe. Oui, malheureusement, c'est très très loin d'être un cas isolé, même si de par nature, j'allais dire, l'immigration sportive clandestine ne peut pas être quantifiée. On se rend bien compte en entendant le reportage que pour quelques milliers de cas identifiés par les associations sur le terrain, il y en a sûrement des milliers d'autres qui sont silencieuses. Alors qui sont ces négriers du football, les responsables de ce trafic? Comment s'y retrouver entre les agents reconnus, les intermédiaires sans scrupules? Alors finalement, est-ce que la frontière entre ces professions est perméable? Elle est floue, mais je crois que ce serait une utopie que de dire que ce sont des agents, ce sont pour la plupart des recruteurs qui sont illégaux, donc qui sont des agents non patentés, qui se réclament parfois par contre de grands noms du football pour vraiment tromper des familles et leur faire croire que leur enfant est le poulet au pied d'or, si on peut dire, et puis passer ces jeunes avec des visas de tourisme, et quand le visa de tourisme devient illégal, quand le gamin n'est plus vendable ou qu'on n'a pas réussi à le placer, on l'abandonne tout simplement. Alors Maryse Evangépé, le foot roi, faiseur de rêves, à la veille de la première Coupe du Monde en terre africaine, qui peut agir et qui peut réagir face à cette forme d'esclavagisme moderne? Je crois qu'ils sont nombreux ceux qui peuvent agir, à commencer par la FIFA qui a quand même placé la Coupe du Monde sous le slogan très accrocheur de gagner pour l'Afrique avec l'Afrique. Ça veut dire donner des opportunités peut-être aux jeunes en Afrique d'avoir une éducation et des débouchés professionnels. Mais pour ça, il faut bien évidemment que les gouvernements se responsabilisent et qu'il y ait une véritable indépendance sportive de l'Afrique qui ne se tourne pas forcément vers l'Europe, qui crée des championnats, surtout qui travaille sur la formation. Il y a déjà des associations sur le terrain comme Diambars par exemple qui fait un très très gros travail, l'association de Patrick Vieira, Jimmy Adjoviboko et Bernard Lama, et je dirais que leur slogan à eux m'intéresse plus, c'est vraiment faire du foot passion, un moteur pour l'éducation. Je crois que l'éducation c'est vraiment le maître mot, donc il faut travailler autour de ça avec l'Europe bien sûr, parce que effectivement certains de ces jeunes seront destinés à avoir une carrière en Europe. Merci beaucoup Maryse Evangépé et à très bientôt. Il est 20h20, à suivre dans un instant le grand désordre à l'école. Faire ou ne pas faire le pont de l'Ascension. Certains parents et certains profs ont eu, vous le verrez, du mal à s'y retrouver. Le coup dur pour l'équipe de France de basket. Les Bleus iront au championnat du monde sans Tony Parker. Son club de San Antonio lui a fait comprendre qu'il serait préférable qu'il reste à la maison. Enfin, nous irons à Cannes retrouver Claudia Cardinal et Alain Delon. Ils assisteront ce soir à la projection d'une version restaurée du Guépard de Visconti 47 ans après sa Palme d'Or. Et puis, autre événement ce soir, la présentation de Wall Street 2 avec toujours bien sûr Michael Douglas. Mais avant cela, des nouvelles du ciel, toujours capricieux en ce week-end de l'Ascension. 2 images paradoxales, de la neige tout d'abord à 700 mètres d'altitude au-dessus de Pau, avec jusqu'à 20 cm à Fabrèges dans la vallée d'Ossau. Et puis, en revanche, du soleil et beaucoup de monde du côté du bassin d'Arcachon. Il a fait tout simplement très beau, 17 degrés cet après-midi en Gironde, et cela devrait être plutôt agréable. Image de nos confrères de France 3. Un week-end et un pont, comme l'on dit, qui a été source de discussions en famille, mais également à l'école. Le faire ou ne pas le faire, là était la question. Le ministre de l'Éducation avait laissé le choix aux établissements. Illustration de tout cela avec le reportage de Valérie Gagé et Régis Maté. David aurait bien aimé rester au lit ce matin, comme son petit frère Mathias, qui partage sa chambre. Seulement voilà, lui est au collège, son frère encore à l'école. L'école est fermée, mais le collège, lui, est ouvert. Un grand pont vers l'injustice. C'est vraiment nul. Parce qu'il y en a, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont faire la grasse matinée, ils vont aller dans des parcs d'attractions. Nous, on va écrire. Fais pas la tronche, c'est pas grave. Allez. Son frère a travaillé mercredi pour compenser la journée de vendredi, mais David n'en reste pas moins amer. Dans sa classe, sur 28 élèves, 7 manqueront à l'appel. Sa mère a refusé qu'il s'absente par respect pour les professeurs, mais elle aimerait que l'an prochain, ses 2 fils soient logés à la même enseigne. Je trouve ça dommage qu'ils n'arrivent pas à coordonner entre un collège et une école primaire qui sont côte à côte. Dans ces cas-là, qu'ils harmonisent au moins la ville entière.
Chaque année, c'est la pagaille. Dans un même département, des écoles restent fermées quand d'autres sont ouvertes. Certains demandent donc l'inscription du pont de l'Ascension dans le calendrier scolaire. Hors de question, répond le ministère. Le mois de mai est déjà extrêmement mité par une série de jours fériés. Si en plus on officialisait le pont du vendredi de l'Ascension, on ferait ressembler le mois de mai au mois d'août. Le 24 mai, pour la Pentecôte, les écoles resteront fermées, sauf celles très rares qui rattraperont ce jour-là le vendredi chômé du pont de l'Ascension. Cannes et ses événements, avec ce vendredi des retrouvailles sur les marches du festival. Deux stars, deux légendes, Claudia Cardinal et Alain Delon vont découvrir avec le public une version restaurée du Guépard de Luchino Visconti, Palme d'Or en 1963. Et nous avons la chance d'être avec eux ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, honneur à vous, Claudia Cardinal. Je sais que vous ne vous êtes jamais perdu de vue finalement avec Alain Delon. C'est une vraie belle histoire d'amitié entre vous. Absolument, moi j'adore Alain, on se voit souvent et c'est extraordinaire quoi, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps quand même. Alors Alain Delon, on a vu ce matin dans la presse cette photo tirée du film Le Guépard où Claudia Cardinal a sa main et sa joue posées sur votre épaule. Ce soir il y aura forcément beaucoup d'émotions de vous retrouver côte à côte pour ce rendez-vous. Ce sera une grande émotion parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus vu le film, puis on va le revoir remasterisé. Et une grande émotion aussi parce que je vais monter les marches avec Claudia. Et surtout la plus grande émotion, c'est parce que nous allons tous les deux rendre hommage à tous nos amis de ce film qui sont partis. Je citerai Goffredo Lombardo, Luchino Visconti, Burt Lancaster, Serge Reggiani et beaucoup d'autres. Et que ce sont des gens qui nous ont tellement, à leur connaissance ou à leur insu, apporté et donné beaucoup de choses à Claudia et à moi. Et je pense que 47 ans après cette Palme d'Or, nous devions d'être là, en leur mémoire. Justement, en respect pour eux. Il y a 47 ans, quelle était l'atmosphère sur ce tournage avec Luchino Visconti? De la rigueur, du travail, de l'exigence aussi beaucoup? Vous avez tout dit, rigueur, travail, exigence, c'est pas 47 ans, c'est 48 parce que c'est 47 ans la Palme d'Or, mais 48 ans, nous avons tourné en 42 le film. C'était un maître, c'était extraordinaire. Voilà. Alors on va juste... En plus, c'était quelqu'un qui nous aimait beaucoup en plus. On va juste regarder quelques images exclusives de cette version restaurée. On va vous retrouver. Ouais. Regardons quelques images et on se retrouve juste après. Alors Alain Delon, je crois que vous n'aimez pas finalement revoir ces images, ces films, vous ne les regardez plus jamais? Non, je voulais encore citer bien sûr la musique de Nino Rota, qui a fait aussi la musique de Plein Soleil. Non, je ne regarde jamais ces images parce que chaque film est une tranche de vie et Le Guépard en était une tranche exceptionnelle et comme pratiquement, Claudia le sait, tout le monde est parti, j'ai du mal à revoir ces scènes où ces gens que j'aimais revivent avec moi à nos côtés et ça m'est insupportable. Ça n'est pas seulement évidemment pour Le Guépard, c'est valable aussi pour la piscine avec Romy. C'est des images que je ne peux pas voir. Voilà. Alors Claudia Cardinal, chez vous, qu'est-ce qui domine finalement? La nostalgie également? Ou finalement le temps passe et puis c'est la vie, c'est comme ça? Non, non, le temps passe, c'est la vie. On ne peut pas arrêter le temps, bien sûr. On a dans notre mémoire toutes ces rencontres extraordinaires. Et comme disait Alain, des fois c'est un peu triste de voir que les autres sont plus là, quoi. C'est vraiment dur. Mais enfin, c'est des parties de notre vie, quoi, qui restent toujours à l'intérieur de nous. Je rappellerai ce que vous savez très bien, Laurent, c'est qu'avant Le Guépard, Claudia et moi, nous étions rencontrés dans Rocco et ses frères. Ça n'est pas rien, c'est aussi un grand chef-d'œuvre. Avec Annie Girardot. Tout à fait à l'opposé, évidemment, avec Annie Girardot et Renato Salvatori. C'était à l'opposé, évidemment, du Guépard. Oui, c'est vrai. Mais Le Guépard était notre deuxième grande rencontre. Eh oui. En tout cas, sachez que la nouvelle génération continue d'avoir en tout cas un joli regard sur tous ces films. Merci à vous, passez une très très belle soirée à Cannes. Merci. Et puis à très bientôt. Merci Laurent, merci de nous avoir reçus, merci d'être là. Ah, c'est gentil, merci.
Voilà pour cette interview réalisée avant la montée des marches. On reste à Cannes avec l'autre événement du jour, c'est la présentation de Wall Street Acte 2. On retrouve bien sûr Oliver Stone à la réalisation et dans le rôle du financier sans scrupules, Michael Douglas, un film d'actualité en 1987. La suite l'est bien sûr plus que jamais, la présentation du film et une rencontre avec l'acteur signé Pascal Deschamps et Vincent Bouffartigue. Le plus célèbre requin de la finance est de retour. Non seulement son rôle de trader cynique dans Wall Street a fait grimper la cote de Michael Douglas grâce à un Oscar, mais il a aussi peut-être changé le destin de l'Amérique. 22 ans après le film, ce sont les jeunes gens qui vénéraient mon personnage dans Wall Street qui sont aujourd'hui à la tête de ces sociétés d'investissement en crise. Et ils n'ont, comme lui, aucun sens moral. La récente crise financière des subprimes sert de toile de fond à ce nouveau film signé lui aussi Oliver Stone. Face à face, un vieux loup de la finance condamné jadis pour délit d'initié et un jeune courtier idéaliste qui découvre que sa compagnie a spéculé sur du vent. Are we going under? You're asking the wrong question, Jacob. What's the right question? Who isn't? The banks. Le problème aujourd'hui, ce sont les banques, le pilier de notre économie, qui se comportent comme au casino, en spéculant sur des fonds à risque, sans contrôle. Elles ont joué et ont perdu beaucoup. Elles ont perdu la tête. Mr. Gecko! My name is Jacob Moore. I'm going to marry your daughter. My daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. À partir des destins de plusieurs personnages ballottés entre leurs problèmes personnels et ceux de leur portefeuille, s'esquisse le portrait d'un système financier plus chaotique que jamais et qui inquiète même les stars. On est toujours dans une situation très dangereuse. Tout risque de s'écrouler. J'ai vu hier que l'euro était tombé à 1,24 $. Et c'est ainsi que ce thriller financier glamour ne départ pas dans une sélection très en prise avec les problèmes du monde d'aujourd'hui. Voilà pour Cannes, deux informations sportives. Maintenant, d'abord la défaite de Gaël Monfils en quart de finale du tournoi de Madrid. Défaite lourde, 6-1, 6-3 face à Rafael Nadal, qui est en pleine forme à quelques semaines de Roland Garros. Et puis on a appris aujourd'hui le forfait de Tony Parker pour les championnats du monde de basket qui auront lieu en Turquie au mois d'août. Un vrai coup dur, c'est son club de San Antonio qui lui a apparemment conseillé d'oublier ce voyage avec les Bleus. Tony Parker avait été blessé à plusieurs reprises cette saison. Voilà un rappel de l'une des informations du jour avec cette nouvelle secousse sur les marchés financiers aujourd'hui. Un peu partout en Europe, près de moins 5% à Paris, moins 7 à Madrid, moins 3,14 à Londres. L'euro de son côté tombe à 1,24 $, soit son plus bas niveau depuis 2008. Après les inquiétudes sur les déficits publics et la dette, c'est désormais l'absence à venir de croissance qui pèse sur les places boursières de la planète. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Tout de suite, un point sur la météo. Tania Young, 20h35, les 3 premiers épisodes inédits du téléfilm Marion Mazzano. 23h, vous aurez le dernier mot avec Franz-Olivier Gisbert. À demain pour l'information des 13h et votre magazine 13h15. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.